savez pourquoi j'ai un petit sourire en coin et que je me frotte les mains là comme un méchant dans un film? Parce que vous l'attendiez cette vidéo. Qu'est-ce que vous l'attendiez? Et vous êtes gâtés 5 histoires au lieu de 3 et c'est même pas une vidéo spéciale Halloween. La vidéo spéciale Halloween... Ah, je dis rien, j'allais spoil. Il y a un peu de tout aujourd'hui, mais il y a aussi des nouvelles mécaniques. Je vais les raconter dans un ordre un peu au pif. Je me suis pas dit quelle est la plus intéressante à raconter en premier et en deuxième. C'est full random. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous va au moins adorer 2 de ces histoires. Tellement les mécaniques sont différentes les unes des autres, il y en a pour tout le monde. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'annonce, on lance une BD thread horror. C'est 3 histoires originales. Pour ceux qui l'ont pas encore précommandé, le lien est dans la description. Et vous avez déjà été très nombreux à la précommander d'ailleurs. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. C'est faux, puisque la vidéo d'annonce des précommandes n'est pas encore sortie au moment où je tourne ce thread d'horreur. Je spécule, j'ai peur, comme les gens dans les histoires que je vais vous raconter. Maintenant que tout le monde est prêt, on passe aux histoires. Et la première, c'est celle de Myriam. L'histoire que nous raconte Myriam a eu lieu récemment puisque ça s'est passé en 2020. Myriam a 23 ans, elle est belge et ses parents sont divorcés. Ça a son importance puisqu'elle explique qu'elle vit chez sa mère mais que son père a une grande maison constituée d'une cave, ce que j'appellerais plutôt un sous-sol vu qu'il y a une cuisine et un salon dans cette cave, un rez-de-chaussée et un étage. Ça a son importance dans la suite de l'histoire. En août 2020, la meilleure amie de Myriam se marie et Myriam, en tant que meilleure amie, vous connaissez, est chargée d'organiser l'enterrement de vie de jeune fille. Elle organise donc un petit week-end de rêve pour sa meilleure pote et ses copines, spa, resto, activités sportives et pyjama party. Les activités de la journée étant payantes, elles ont plus de budget pour louer un Airbnb pour le soir, mais c'est pas grave, Myriam a une solution. Elles vont faire la pyjama party dans la maison de son père. Elle s'arrange évidemment avec lui pour qu'il soit pas là le soir de la pyjama party et le samedi soir, elle débarque à 9 chez lui prête à faire la fête. La fête commence, l'ambiance est au max et l'une des copines de Myriam la prévient que son copain va passer la voir aux alentours de 22h en bas de la maison du père de Myriam. Myriam lui dit bah écoute, pas de soucis, tu sais quoi, je te file la clé de la maison, comme ça quand t'as fini de voir ton gars devant la maison, tu peux rentrer quand tu veux. Aux alentours de 22h, la copine de Myriam descend donc les escaliers et sort et s'absente pendant plusieurs minutes avant de revenir et de remercier Myriam de lui avoir filé la clé et de l'avoir laissé voir son mec. La soirée continue, tout le monde s'amuse et aux alentours de 23h, une autre copine de Myriam lui demande un petit service. Décidément, c'est le problème d'organiser des soirées chez toi, c'est que t'es le référent. Elle lui explique juste qu'elle veut aller fumer une clope et elle demande donc à Myriam de l'accompagner. Et c'est là que la soirée prend une tournure un peu relou. Myriam et sa pote fumeuse descendent au rez-de-chaussée de chez elle, et lorsqu'elle s'apprête à aller sur le palier, elle constate que la porte d'entrée est restée ouverte. Myriam comprend tout de suite d'où ça vient, c'est clairement sa pote qui est allée voir son mec juste avant, qui a mal fermé la porte en rentrant dans la maison. Mais bon, elle explique qu'elle vit dans un quartier très calme et que ça l'inquiète pas plus que ça. En revanche, à l'intérieur de la maison, juste à côté de la porte d'entrée, se trouve la porte qui mène à la cave. Enfin, moi j'appelle ça le sous-sol, vu qu'il y a une cuisine et un salon. Comme la soirée se passe à l'étage dans le salon et que Myriam elle a pas envie que tout le monde se split dans la maison de son père, elle décide intuitivement, au cas où, de verrouiller la porte de la cave. Elle va ensuite avec sa pote fumer une clope comme prévu, et après quelques minutes, elle entend des coups. Comme si quelqu'un frappait contre un mur ou à une porte. Et Myriam, au moment où elle est en train de demander aux filles à l'étage si c'est l'une d'entre elles qui a fait ce bruit, elle voit un truc bouger. Et ce truc, c'est les clés accrochées à la porte de la cave. Des clés posées sur une porte, globalement, ça ne bouge pas tout seul. Myriam et sa pote courent à l'étage pour prévenir tout le reste des filles, et quelques minutes plus tard, tout le monde est au rez-de-chaussée devant la porte de la cave à réfléchir à ce qu'il faut faire. Décision pas facile à prendre, mais en même temps, c'est un peu l'unique chose à faire dans cette situation. Les 9 descendent au sous-sol. Une fois en bas, elles allument la lumière, il y a le salon, il y a la cuisine, mais il y a personne. Myriam et sa pote fumeuse sont rassurées, le reste du groupe est saoulé, puisqu'il y a quand même eu une grosse cassure dans l'ambiance de l'enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure pote. Et de toute façon, après avoir vu qu'il y a personne dans le sous-sol, bon bah, la fête reprend, tout le monde remonte, et à partir de là, il va rien se passer de bizarre jusqu'au lendemain. Le lendemain, tout le monde est en gueule de bois, d'accord? Classique. Elles prennent tout un petit déjeuner ensemble, mais pour ça, il faut du café, et la machine à café est dans la cuisine, au sous-sol. Myriam descend la chercher, et en remontant au rez-de-chaussée, comme elle a les mains prises, elle ne verrouille pas la porte de la cave derrière elle. Le petit déjeuner commence, et puis petit à petit, la maison se vide, les filles rentrent chez elles, une à une, jusqu'à ce que Myriam se retrouve toute seule dans la maison. Une fois seule dans la maison, évidemment, elle repense à ces 3 bruits de la veille. Elle repense aux clés qui bougeaient sur la porte. Elle sait pas trop pourquoi, mais elle est convaincue à ce moment-là qu'il faut pas qu'elle retourne dans la cave de la journée. Aux alentours de 17h, le grand ménage est terminé. Myriam, évidemment, est fatiguée et elle s'endort sur le canapé du salon. Elle se réveille 1h30 plus tard, mais elle se réveille en sueur. Elle est mal. Elle sait pas pourquoi, mais elle est mal et elle a peur, quoi, d'être seule dans cette maison, ce qui est chelou. Elle se lève, elle récupère que la moitié de ses affaires et elle décide de quitter sur le champ la maison. Avant de partir, elle fait quand même une petite dinguerie. Et c'est ce truc qu'on fait pour se rassurer quand on a une sensation mais que notre côté rationnel nous dit mais non, tu rigoles. À haute voix, toute seule dans la maison, elle va dire et s'il y a quelqu'un, il y a du gâteau à l'étage, hésite pas à te servir hein. Et elle se barre. Personnellement, je comprends ce move. On est dimanche, une fois à l'arrêt de bus, elle attend plusieurs dizaines de minutes qui passent, il y a pas beaucoup de bus, mais ça y est, elle est enfin assise dans le bus direction chez sa mère, elle a plus de mauvais feeling. Mais le bus sur le chemin, il passe devant la maison de son père. Et c'est là que son cœur va s'arrêter. Parce que quand elle regarde la maison de son père, elle voit une silhouette à travers la fenêtre du salon.
Et immédiatement, elle relie tous les éléments. Ce qui s'est passé la veille, son mauvais feeling à être seule dans la maison. Tout cet enchaînement de choses un peu relou, et elle décide d'appeler son père immédiatement pour le prévenir. Et devinez la suite. En arrivant sur place, le père de Myriam découvre que la porte de la véranda est grande ouverte. Sur la grande table de la cuisine se trouvent alignés des couteaux de cuisine et aussi le sécateur. À l'étage dans le salon, il restait bel et bien un gâteau, et devinez quoi, une part a été découpée et mangée. Il y avait donc depuis le début bel et bien quelqu'un qui était rentré dans la maison entre le moment où la pote de Myriam revenait d'après avoir vu son mec et le moment où Myriam est sortie pour fumer une clope avec sa pote. En revanche, comment se fait-il que quand les 9 filles soient allées dans la cave, elle ne l'ait pas vu? Myriam, elle sait toujours pas où il était caché, mais le mec était forcément là. Et elle l'a probablement senti dans son sommeil ou quoi, et c'est pour ça qu'elle s'est réveillée vraiment en mode bouffée de chaleur trop mal. Bien entendu, elle se demande ce qui se serait passé ce soir-là si, avec sa pote, elle avait décidé d'ouvrir tout de suite la porte de la cave après avoir entendu les toc toc toc. C'est la fin de l'histoire de Myriam. Allez-vous interdire à vos copines d'aller voir leur mec devant la maison? Oui. En fait, je trouve ça ouf dans cette histoire que le mec se soit fait enfermer dans la maison et qu'il ait passé la nuit là-bas en fait. Je trouve ça horrible. La deuxième histoire, c'est celle de Scott et elle est vachement originale parce que c'est une histoire de garde forestier. Et oui, en gros, il est posé dans une tour d'observation géante au milieu d'un parc national. Il balaye l'horizon avec des jumelles à la recherche des signes d'un départ d'incendie. Il est pas tout seul. Il a un collègue situé à 8 km de lui dans une autre tour d'observation. Un jour, Scott tombe sur un piège à ours illégal. Alors, le braconnage, bien entendu, est illégal dans le parc, donc ce piège à ours n'a rien à faire là. Mais même si c'est passible de lourdes amendes, voire même de peine d'emprisonnement, il y a quand même des gens qui viennent dans la réserve et qui essayent. Quelques minutes après avoir découvert ce piège, Scott entend des tirs. Immédiatement, il retourne dans sa tour à son poste d'observation et il prend son fusil à lunettes. Il explique qu'il a un fusil parce que quelques mois plus tôt, un de ses collègues observateurs s'est fait mutiler à mort par un grizzly. Et après ça, évidemment, les autorités ont équipé chaque tour d'observation d'un fusil de précision. Et tout d'un coup, il entend le grondement d'un camion. Alors, rien d'alarmant dans un premier temps, parce qu'il y a souvent Ben, son pote garde forestier situé dans une tour à 8 km, qui lui rend visite dans sa Jeep pour boire un soda avec lui. Scott prend ses jumelles, il les pointe en direction du grondement du camion, sauf que là, il voit pas Ben. Il voit 4 hommes armés sortir du camion et commencer à poser des pièges à ours partout autour d'eux. Immédiatement, Scott prend son fusil, descend de sa tour d'observation et marche en direction des 4 hommes armés. Il explique qu'à l'époque, il a 21 ans, il est hyper naïf, il a jamais rien vécu de tel, et à cause de son manque d'expérience, il a pas le réflexe d'appeler les autres rangers, dont Ben. Il se dit qu'il va pouvoir gérer la situation tout seul. En arrivant sur place, il a à peine le temps de leur adresser la parole qu'il se prend un uppercut. Quand il revient à lui-même, il a plus l'arme dans sa main. Il a à peine le temps de réaliser ce qui se passe, qu'il est désarmé et qu'il se reprend un coup cette fois dans le ventre. Bref, les 4 mecs face à lui ne rigolent pas du tout. Scott est désemparé, il sait pas quoi faire, il a jamais fait face à une situation pareille. Les hommes face à lui vont le prendre et ils vont commencer à le traîner sur plusieurs centaines de mètres avant d'être mis à genoux par les 4 personnes armées. Scott réalise que sa position c'est celle qu'un mec a avant de se faire exécuter par une arme à feu. Alors il fait le seul truc qui lui reste à faire, c'est-à-dire fermer les yeux et prier. Et quelques secondes plus tard, il entend ce qu'il redoutait tant, à savoir un coup de feu. Il entend un coup de feu, mais il est toujours en vie. Et puis quelques secondes plus tard, il entend des gyrophares. Et après les gyrophares, c'est la voix de Ben qu'il entend. Et ce soir-là, Ben lui a sauvé la vie. En fait, quelques minutes plus tôt, quand Scott entend le moteur d'un camion, Ben l'entend aussi. Sauf que Ben, lui, suit la procédure et immédiatement il prend son talkie-walkie et il essaie de communiquer avec Scott. Sauf qu'à ce moment-là, Scott est déjà descendu de sa tour. Comme Scott répond pas, Ben monte dans sa voiture et se dirige à 300 à l'heure vers la tour de Ben, se rend à la tour d'observation de Scott et voit qu'il est bel et bien plus là. Il prévient immédiatement tous les rangers et tous les rangers se mettent à chercher aux alentours de la tour d'observation de Scott. Et heureusement, ils sont tombés sur Scott au bon moment parce que clairement, quelques secondes plus tard, Scott était mort et ils ont procédé à l'arrestation des 4 braconniers qui ont littéralement fini en prison. Ben a reconduit Scott à sa tour d'observation en le rassurant comme un grand frère et pas du tout en lui reprochant de pas l'avoir prévenu par Talkie ou quoi. C'est vraiment un mec bienveillant et suite à ces événements, Scott a décidé quelques mois plus tard d'arrêter ce taf parce que c'était trop dangereux. En fait, globalement, tous les métiers comme ça où tu dois surveiller qu'il n'y ait pas des trous du cul qui viennent faire des trucs interdits et donc des gens assez motivés pour quand même venir tenter le truc alors qu'ils savent que c'est interdit et donc des gens potentiellement dangereux, gros respect, ça me terrifie. Alors, la troisième histoire c'est celle de Sammy et il y a une mécanique folle dedans. Sammy est américain et il aime la chasse. Il aime la chasse aux sangliers plus particulièrement. Il explique que le ministère de la Pêche et de la Faune encadre évidemment énormément la chasse, mais que concernant la chasse aux sangliers, il y a beaucoup moins de règles, puisque les sangliers représenteraient dans pas mal d'endroits un problème d'ordre écologique, et les femelles peuvent avoir jusqu'à 2 portées par an qui peuvent donner chacune jusqu'à 10 naissances. Bref, pourquoi il explique ça, Sammy? Parce qu'il vient d'acheter une lunette à vision nocturne, et que le seul truc que t'as le droit de chasser avec cette lunette, c'est le sanglier. Un soir, il décide
décide donc d'aller tester sa toute nouvelle lunette. Et pour ça, il se rend de nuit dans une zone parsemée de sangliers. Il arrive sur les lieux, et puis il commence à regarder au loin, et là il est déçu parce que pendant 1 heure, il se passe rien. Il y a très peu d'activité animale, alors même si il a le droit là de tirer que sur des sangliers, il a vu ni cerf, ni lapin, ni hibou, ni coyote, bref, à l'endroit où il se trouve là dans cette forêt, il y a l'air d'avoir aucune activité animale autour de lui. Sauf que l'endroit où il se trouve, il y est déjà allé de jour, et de jour, il y a plein d'animaux. Le temps passe, et là ça fait quand même bientôt 4 heures que Samy est posté à regarder dans sa lunette, et qu'il y a rien quoi, c'est-à-dire que c'est même pas qu'il y a pas de sanglier, c'est qu'il y a pas un seul être vivant aux alentours. Il a pas le temps de trouver la réponse à ce dilemme qu'il entend au loin des branches qui craquent sous le poids de quelque chose, d'un être vivant. Il pointe en direction de l'endroit d'où vient le bruit, et là il voit la silhouette d'un petit ours. Il ajuste sa portée, il zoome un peu dans la lunette, et là, à sa grande surprise, il découvre qu'en fait, c'est pas un ours qu'il vient de voir, c'est un homme. Un homme voûté qui est en train de marcher à 4 pattes. Totalement nu. Et puis pendant qu'il observe grâce à sa lunette, cet homme arrête de marcher, met ses mains entre ses jambes dans la terre et il se met à regarder en l'air. Samy explique qu'il a l'impression de voir un loup qui s'apprête à hurler là en regardant la lune. Sauf que là, le mec va pas hurler comme un loup, il va hurler avec une voix féminine. Au secours, je suis perdu. C'est sorti de la bouche du mec à 4 pattes qu'il voit dans sa lunette. Samy, il est complètement tétanisé, il est figé, il ose pas bouger un muscle, il se dit mais c'est quoi ce bordel? C'est un animal, c'est un humain, c'est une femme qui s'est perdue, il comprend plus rien. Et pendant qu'il se pose des milliards de questions, il entend de nouveau la personne crier au loin, et il l'entend cette fois dire « Au secours, s'il vous plaît, je ne peux pas marcher ». Et c'est là que Samy comprend qu'il est potentiellement en danger. Il l'a vu marcher cette personne, et elle marchait très bien. Elle se déplaçait tellement bien cette personne qu'il l'a pris pour un ours carrément. Il comprend donc que si elle ment sur sa capacité à se déplacer, c'est qu'elle a des intentions probablement malveillantes. Samy est choqué, il a pas du tout envie de confronter cette personne, il a pas du tout envie qu'elle sache qu'il est là. Du coup il sort l'œil de sa lunette pour récupérer ses affaires et se casser. Et puis avant de partir, il re-regarde dans la lunette de son fusil voir si la personne a bougé. Et en re-regardant dans sa lunette, à sa grande surprise, la personne n'a pas bougé. Par contre elle regarde plus le ciel, elle regarde droit dans sa direction. Samy estime que la personne qu'il regarde dans sa lunette se trouve à 150 mètres de lui. Et Samy se chie dessus. C'est donc tout naturellement qu'il va hurler à cette personne « Va te faire foutre ». Et au moment où il crie ça, la personne se lève. Elle se tient maintenant debout, droite, comme un humain. Il estime à vue de lunettes qu'elle fait au moins 1m90. Et là, cette personne se met à marcher droit dans la direction de Samy. En voyant ça, Samy, son cœur s'arrête clairement et il lève son fusil, il tire en l'air pour faire fuir le mec. Et au moment où il tire, le mec s'arrête et se remet tout de suite à 4 pattes. Samy lui recrie dessus et cette fois il lui dit « Va-t'en, je veux pas de problème ». Et là, l'homme à 4 pattes se met à taper un sprint et s'enfonce dans la forêt. Samy ne le voit plus dans sa lunette et là il se dit bon, je vais pas traîner ici. Il tire une autre balle en l'air et il tape un sprint jusqu'à sa voiture. Et pendant qu'il court, il entend au loin ce qui ressemble soit à des hurlements, soit à des rires. Ou un mélange des deux. Quoi qu'il en soit, il arrive à atteindre sa voiture et il tape la pointe de sa vie jusqu'à chez lui. Donc les gars, il est clair que les Wendigo existent et que ce jour-là, Samy a aperçu un Wendigo en plein milieu de la putain de forêt. Wendigo qui a voulu lui tendre un piège en se faisant passer pour une femme en détresse, pas capable de marcher et perdue au milieu de la forêt. Est-ce qu'on est bon sur cette rencontre? Moi je vous le dis, je vais plus aller en forêt pendant 1 an là, après ces histoires. Natsu, je suis désolé mon frérot, mais il y a des Wendigo. C'est pas ma faute. Messieurs, dames, 4e histoire. Cette 4e histoire, c'est celle de Peter. Peter est québécois, big up aux Québécois, et ça a son importance parce que comme vous le savez, au Québec, il fait nuit beaucoup plus tôt, et surtout, il neige beaucoup. L'histoire que Peter nous raconte a donc eu lieu il y a pas mal d'années, et à l'époque, il a 9 ans. Peter habite pas loin de son école primaire, et il a une grande sœur avec laquelle il fait très souvent le trajet jusqu'à l'école, aller-retour. Mais ce jour-là, à cause d'une activité parascolaire qui a duré plus longtemps que prévu, il rentre tout seul chez lui de l'école aux alentours de 17h30. Il y a 20 cm de neige qui était annoncé ce jour-là, autant vous dire qu'on était sur une belle tempête de neige. Après 10 minutes à marcher dans le froid et une visibilité quasi nulle, Peter arrive enfin au coin de sa rue. Il sent une main se poser sur son épaule, il tourne la tête et il voit un homme habillé en noir lui demander de l'aide pour aller déblayer sa voiture dans sa cour arrière. Évidemment, Peter sait qu'il faut toujours se méfier des inconnus, surtout quand il t'invite, mais l'homme insiste et il lui propose 10 $ en échange de son aide. Et là, Peter se confie, il nous dit bon bah effectivement j'ai toujours été très vénal. Du coup suite à cette proposition j'ai accepté d'aller aider ce mec à déblayer sa voiture. L'homme invite Peter à passer la porte qui mène soi-disant à sa cour arrière et après l'avoir franchi, Peter constate que y a pas de voiture. Et au moment où il comprend qu'il y a pas de voiture, il entend la porte derrière lui se refermer et l'homme lui propose d'aller boire un chocolat chaud à l'intérieur de sa maison. Peter évidemment est terrifié, il se retourne, il regarde l'homme et il lui dit écoute en fait je dois vraiment rentrer, mes parents m'attendent. Et là les événements prennent une tournure dramatique. L'homme fait 3 pas, arrive au niveau de Peter et lui met une énorme gifle.
Et puis il commence à l'engueuler. Il commence à lui dire bah alors, tes parents ils t'ont pas appris les bonnes manières toi? Et d'un coup il change de ton, il sourit, il a une voix douce et il lui dit je vais t'apprendre moi les bonnes manières. Il prend ensuite Peter par le bras et il l'amène vers la porte de sa maison. Sauf que Peter il fait ce que n'importe quel enfant aurait fait à sa place, il se débat dans tous les sens et il hurle de toutes ses forces. Dans l'action, à force de bouger dans tous les sens, il réussit à se libérer. Et là il se dit bon, comment je m'enfuis? Et effectivement, Peter il est en méga tenue contre le froid, c'est-à-dire que t'es pas très mobile, t'es pas très agile, tu peux pas trop courir, enfin c'est compliqué pour lui de s'enfuir. Et en tournant la tête, il voit que le mec n'est plus à côté de la porte de sa maison, mais qu'il est juste à côté de lui avec une pelle dans les mains, et il essaie de lui mettre un coup dans les jambes avec la pelle. Peter réussit à franchir la clôture, ce qui fait qu'il atterrit dans la cour arrière du voisin du mec, et à partir de là, il emprunte la ruelle adjacente et il tape le sprint de sa vie dans la neige jusqu'à chez lui. Une minute plus tard, il atteint enfin la porte arrière de sa maison. Et en arrivant cette porte, il la bourrine. Il la bourrine parce qu'il sait que sa sœur est déjà rentrée à la maison. En revanche, il ne sait pas si le mec qui a voulu lui mettre un coup de pelle l'a suivi ou non. Heureusement, la sœur de Peter lui ouvre la porte après seulement quelques secondes. Immédiatement, ils fond en larmes. Sa sœur comprend pas ce qui se passe et elle va réveiller son père. Et le père de Peter, ça le fait pas du tout rire qu'un inconnu ait voulu frapper son fils et le kidnapper. En apprenant ce qui vient de se passer, il s'habille, il prend un couteau et il demande à Peter où est la maison en question. Son père part, revient plus tard avec la police. La police prend la déposition de Peter et à partir de là, lui n'a plus jamais eu de nouvelles ni des enquêteurs ni de ses parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un truc qui l'a profondément traumatisé à tel point que il n'est plus allé à l'école de l'année après avoir vécu ça. Il a continué sa scolarité à domicile. Il ne voulait plus sortir de chez lui, il avait trop peur. Et puis à la fin de l'année, pour d'autres raisons, la famille a déménagé. Et ce n'est que 10 ans après qu'il va avoir des news que son père va oser enfin lui en parler. En fait, ce jour-là, son père arrive devant la maison en question et la porte d'entrée est entrouverte. Il aperçoit donc l'intérieur de la maison et là-dedans tout est sombre et en désordre. L'agresseur de Peter a en fait pris la fuite. Bonne nouvelle, les policiers et les enquêteurs finissent par retrouver l'homme et par l'arrêter. Il s'agit en fait d'un homme qui avait déjà été incarcéré pour séquestration et agression d'enfants, aussi pour détention de pédopornographie, mais qu'il avait été remis en liberté conditionnelle pour bonne conduite. Grâce au témoignage de Peter, il est donc retourné en prison et il a vu sa peine être radicalement augmentée. Peter a donc vraiment échappé à un truc ignoble ce jour-là alors qu'il avait que 9 ans. Ça lui a quand même valu un très très gros traumatisme, mais ça nous rappelle que ces trucs de kidnapping c'est réel, ça existe. Et comme je vous l'ai déjà raconté dans une vidéo, j'avais failli moi-même me faire kidnapper par des mecs en voiture, exactement comme Peter quand je revenais de l'école primaire. Et c'est vrai que si on n'a pas été sensibilisé à ce sujet à un jeune âge, bah malheureusement ça peut nous arriver. Peter, je suis ravi que tu ailles bien, je suis ravi que t'aies enjambé cette clôture comme un athlète olympique ce jour-là, et on est ravi que grâce à toi il soit retourné en prison et qu'il n'ait pas pu faire du mal à qui que ce soit d'autre. Beau gosse Peter. Messieurs dames, je vais retirer mon casque pour cette dernière histoire. Oui, c'est déjà la dernière histoire. La dernière histoire, c'est celle de Nathalie. Elle parle d'un truc d'amitié toxique qui moi me glace le sang. L'histoire de Nathalie a eu lieu il y a pas mal d'années, en 2008, et à l'époque on parle à ses amis via MSN. Oh oui! Nathalie à ce moment-là est très pote avec une fille qui s'appelle Tania. C'est sa meilleure pote, mais il y a vraiment un truc fusionnel entre elles. C'est-à-dire qu'elles passent leur journée à discuter à l'école et quand elles rentrent le soir, elles passent une bonne partie de leur soirée et de leur nuit à discuter encore sur MSN. Un soir, Tania et Nathalie parlent de mecs. Ah bah c'est là, j'ai un préadolescent, c'est là où tu commences à te poser des questions quand même. Tania explique à Nathalie qu'elle aurait entendu dire que Marc, un élève de la classe de Nathalie, l'aimerait fortement. Et Tania, en tant que meilleure pote, a réussi à avoir son adresse MSN et elle le la lui donne. Le soir qui suit, Nathalie reçoit un message de MarkyBoy99. Il l'a accepté sur MSN et il vient de lui envoyer un message. Waouh, imaginez à quelle vitesse bat le cœur de Nathalie à ce moment-là. Il lui envoie un hey, elle lui envoie en retour un hey. Ça commence comme ça, vous savez comment ça finit. Ils ont parlé toute la nuit. Ils ont parlé de leur journée, de l'école, des groupes de musique qu'ils aiment, bref des discussions classiques de jeunes de 11 ans, et Nathalie est au paradis. On peut le dire, elle est piquée parce que c'est la première fois qu'elle plaît un garçon, et à ce moment-là, elle a tellement peu d'estime d'elle-même qu'elle est complètement flattée qu'un mec lui parle tout simplement, et elle développe tout de suite des sentiments très forts pour lui. Et en plus, Marc, il est stylé, genre il joue au football, il est extraverti, bref, c'est un peu le cliché du beau gosse de ta classe quand t'es au collège. Ils vont se parler très souvent, et il y a une complicité de fou entre eux deux. Mais petit bémol, les conversations n'ont lieu que sur MSN. C'est-à-dire que Marc et Nathalie n'ont jamais osé s'appeler, probablement par timidité. Et au collège, pareil, ils s'ignorent, ils vont pas trop l'un vers l'autre. Bref, ils veulent peut-être tout simplement pas que les gens sachent qu'il se passe un truc entre eux. Mais un jour, malgré la timidité, malgré le stress, malgré tout, Nathalie, elle a envie de franchir le pas et elle prend son courage à deux mains, elle va voir Marc. Elle commence à lui parler et Marc a juste l'air confus, comme s'il avait jamais eu de conversation avec elle, et il se casse.
Immédiatement, Nathalie se dit, ça lui ressemble pas. Le mec est méga extraverti, il est trop marrant. Bref, elle vit très mal ce qui vient de se passer. Son ego est brisé et surtout elle comprend pas, elle se sent trahie, elle se dit mais pourquoi? Évidemment, elle a quand même besoin d'en parler, elle le vit mal et donc qui d'autre que Tania? Tania est deuil, elle comprend pas, elle se dit mais attends, Marc c'est un bâtard. Elle va même jusqu'à lui dire que elle va le confronter pendant son cours de musique l'après-midi parce que c'est vraiment pas cool ce qu'il a fait. Et ça fonctionne parce que le soir, en rentrant chez elle, Nathalie reçoit un message de Marc qui lui dit: je suis désolé pour aujourd'hui. C'est juste qu'en ce moment, j'ai des problèmes de famille et j'arrivais pas à gérer ce truc-là avec toi à l'école. C'était trop nouveau, trop brusquant pour moi. Mais désolé. Il vient s'excuser. Nathalie est rassurée. Immédiatement, elle est de nouveau amoureuse. Elle se dit même qu'en vrai, avoir une relation juste virtuelle avec lui, ça lui va parce que elle en tire trop de trucs positifs et ça lui fait vraiment du bien. Un mois passe. On est le 31 mars 2009. Nathalie reçoit un message de Marc qui lui dit: écoute, j'ai un truc très important à te dire demain. Alors évidemment, elle se chie dessus. Ça fout la pression ce genre de message. Ce 31 mars, Nathalie, elle en parle à sa mère, elle en parle à Tania, elle leur dit mais qu'est-ce que ça peut être? Et les deux lui disent écoute, tu vas voir. On est le 1er avril 2009. Il est 19h et Nathalie reçoit enfin un message de Marc. Elle reçoit une photo et c'est pas une photo de Marc. C'est une photo de Tania. Et sur cette photo, Tania, elle tient une pancarte et sur cette pancarte, il y a écrit Joyeux poisson d'avril XD. Oui, depuis des mois et des mois et des mois. Nathalie pense parler à Marc, dont elle est folle amoureuse, mais en réalité elle parle à Tania. Alors que c'est Tania qui avait présenté soi-disant Marc à Nathalie. Tania aurait en fait été complètement jalouse de la réussite scolaire de Nathalie, et elle aurait donc prétendu être quelqu'un d'autre, ce fameux Marc, pour jouer avec ses sentiments et lui faire du mal. Et Tania lui répond tout simplement qu'elle est trop bête d'avoir pensé qu'elle parlait vraiment à Marc, et qu'elle est trop bête de jamais avoir osé lui demander son numéro, parce qu'elle aurait tout de suite su que c'était pas Marc. Bref, parler 7 mois de suite à ta meilleure pote en prétendant être un mec en crush sur elle, pour un poisson d'avril, c'est beaucoup. Ça n'existe pas, ce n'est pas une blague. Pendant les mois qui suivent, Tania va tout le temps tenter de culpabiliser Nathalie dans le but de redevenir son amie. Au fil de ces mois, elle lui fait des tas de dingueries, mais la plus notable est la suivante. Tania lui envoie un message dans lequel elle lui explique que sa mère est décédée dans un horrible accident de voiture. Suite à la violence de l'accident, son corps aurait même été démembré. Nathalie est touchée, d'autant plus qu'elle avait vu plusieurs fois la mère de Tania et que c'était quelqu'un de profondément sympa avec elle, et ça la touche tellement qu'elle se remet à parler à Tania et à lui apporter son soutien. Et un jour, elle lui demande quand sont les funérailles de sa maman. Et à ce message, Tania va lui répondre qu'elle est trop conne. Elle est trop conne de croire que sa mère est morte dans un accident de voiture et qu'elle a été démembrée. Elle plaisante, c'était une blague. Voilà le genre de dinguerie que Nathalie va subir de la part de Tania pendant plusieurs mois. C'est horrible. Par la suite, Tania se rapproche d'une fille qui s'appelle Kelly. Elles deviennent très copines toutes les deux. Et Nathalie, elle, n'avait qu'une seule amie, c'était Tania. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu ces histoires-là avec Tania, à l'école, elle est toute seule, Nat. Et le comportement de Tania envers Nathalie va être de plus en plus violent. Carrément, maintenant, Tania envoie des messages à Nathalie en lui disant « Tu devrais te suicider, personne t'aime ». Et ce harcèlement, parce que c'est du harcèlement, il va durer pendant 4 ans. Mais un jour, Nathalie reçoit un énième message de Tania et là, c'en est trop. Elle en peut plus, elle en parle enfin à sa mère. Sa mère appelle immédiatement la police et leur explique la situation. La police va appeler la mère de Tania et la mère de Tania va interdire à cette dernière de parler à Nathalie. Et peu à peu, Nathalie réussit, grâce à son sang-froid et à ses nouveaux amis, à sortir un peu de la situation horrible dans laquelle elle était. Tania et Kelly ont de moins en moins de pouvoir et d'influence sur elle et Nathalie va finir sa scolarité en étant plutôt heureuse et aujourd'hui, elle a 22 ans. Elle a 2 diplômes, l'un en psychologie et l'un en histoire. Bref, elle s'en est complètement sortie même si ça l'a marqué et que rien qu'en écrivant ce texte, ça lui rappelle des trucs très durs qui font partie de son histoire et sur lesquels elle peut pas tirer un trait, c'est normal. Et je trouve son histoire méga touchante parce que le harcèlement et le cyberharcèlement sont encore des trucs très présents dans la société. Moi j'ai pas subi de harcèlement quand j'étais à l'école, mais je trouve ça vraiment choquant ce qu'elle a vécu quoi. Ta meilleure pote qui se fait passer pour un faux crush pendant 7 mois, enfin même moi qui suis au courant qu'il y a beaucoup de harcèlement, je pensais pas ça possible. Enfin bref, GG Nathalie, c'était une histoire d'amitié toxique, on en avait jamais eu dans les threads d'horreur et je trouve que effectivement ça a totalement sa place ici parce que c'est horrible. Messieurs dames, c'est la fin de ce thread d'horreur spécial Blick et pas Halloween. En revanche, la vidéo spéciale Halloween sort le 31 octobre, le jour d'Halloween. J'espère aussi que celle-ci vous a plu, on a essayé de beaucoup varier les histoires, pour moi tout est assez ouf là dans ce qu'on vient de raconter. En tout cas, merci pour tous les retours que j'ai tout le temps sur les threads d'horreur, vous adorez particulièrement ce format, ce qui a pour effet de me foutre une pression, parce que j'espère qu'il continuera de vous plaire, donc j'essaie de varier un peu les histoires et tout. Donc je suis pas prêt d'arrêter le format, mais j'aimerais bien le faire évoluer peut-être, ou faire des vidéos où je cible une seule méga grosse histoire. Désolé d'avoir été chiant avec la BD, mais je suis vraiment très fier de ce projet, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur les histoires surtout. Mais c'est terrible parce que c'est des projets où il y a tellement de gens qui ont bossé sur une tellement longue période, c'est tellement de stress à lancer et tout que on a envie que ça plaise quoi. Bref, à très vite tout le monde, plein de bisous, plein de bonnes choses. Je vous jure que je vais regarder un dessin animé là. 5 histoires c'est trop. C'est pour ça qu'on fait 3 d'habitude. 5 c'est trop de charge mentale.